Les néons de Mercer Holdings émettaient leur bourdonnement constant, un son que je ne percevais plus consciemment depuis 3 ans, mais qui continuait à déclencher chaque fois un mal de tête. Mes doigts couraient sur le clavier avec la précision mécanique de quelqu'un qui avait tapé le même rapport tant de fois qu'il pouvait le faire les yeux fermés. Mise à jour du portefeuille client, projection trimestrielle, calendrier de réunion qui changeait comme le sable chaque fois que Gabriel Fra décidait que ses priorités avaient changé. Je me suis déplacé sur ma chaise ergonomique, un luxe qui semblait moins luxueux quand on passait 12 heures par jour assis dessus, et j'ai senti la pression familière dans le bas de mon abdomen. Ce n'était pas vraiment une douleur, plutôt un rappel persistant que mon corps ne m'appartenait plus entièrement. 3 semaines depuis le test, 3 semaines à cacher mes nausées matinales derrière la porte fermée de la salle de bain et à camoufler mes cernes avec un correcteur qui ne correspondait jamais tout à fait à ma carnation. La moquette sous mon bureau était d'un gris anthracite profond, choisi par un décorateur d'intérieur qui avait probablement été payé plus pour la sélectionner que je ne gagnais en 6 mois. J'avais renversé du café dessus 2 fois au cours de ma première semaine en tant que secrétaire de direction de Gabriel. Les 2 fois, j'étais resté tard pour nettoyer moi-même la tâche plutôt que de laisser le service d'entretien du bâtiment s'en occuper. Cet instinct qui me poussait à réparer mes propres erreurs avant que quelqu'un ne les remarque m'avait bien servi dans ce poste. Elena, tu m'écoutes? La voix de Jazella m'a ramené au présent. Elle était perchée sur le bord de mon bureau, sa jupe crayon bleu marine parfaitement repassée malgré l'heure tardive. Il était presque 18 heures. Gisela travaillait à la comptabilité depuis 5 ans et avait réussi à conserver l'apparence de quelqu'un qui commençait sa journée à 9 heures et partait à 17 heures, plutôt que la réalité de notre existence de 8 heures à 20 heures. Désolé, ai-je dit en reportant mon attention sur son visage. Que disais-tu? Je te demandais si tu te sentais mieux. Tu es pâle depuis des semaines. Ses yeux sombres reflétaient une inquiétude sincère, du genre qui me donnait envie de tout lui raconter et en même temps de m'enfuir dans la direction opposée. C'est la grippe. J'ai esquissé un sourire, le même que j'utilisais depuis 3 semaines. Je suis juste fatigué. Tu sais à quel point c'est intense avant la fin du trimestre. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle a quand même hoché la tête. Eh bien, ne laisse pas Fra te tuer à la tâche. Je sais qu'il est exigeant, mais même lui doit comprendre les limites humaines. Je repensais au visage de Gabriel le lendemain matin de notre catastrophique erreur de jugement. L'expression soigneusement neutre qu'il avait affichée en ajustant ses boutons de manchette et en quittant mon appartement sans se retourner. Depuis, nous avions maintenu une distance professionnelle parfaite, une performance si convaincante que je me demandais parfois si je n'avais pas tout imaginé. Sauf que ce n'était pas le cas. La preuve était actuellement de la taille d'une lentille et grossissait chaque jour. Il est juste, dis-je, ce qui était vrai en quelque sorte. Gabriel exigeait l'excellence, mais payait bien pour cela. Il ne m'avait jamais demandé de faire quoi que ce soit de contraire à l'éthique, même si l'entreprise familiale que ses holdings légitimes soutenaient n'était pas exactement irréprochable. Je devrais terminer ces rapports avant qu'il en ait besoin demain. Jazella me serra l'épaule en se levant. « Prends soin de toi, Helena. Tu es la meilleure secrétaire que cette entreprise ait jamais eue. Nous ne pouvons pas nous permettre de te perdre. » L'ironie de ses paroles me pesait sur la poitrine alors qu'elle s'éloignait, ses talons claquant sur le sol ciré. Je ne pouvais pas me permettre de rester. Pas avec ce secret qui grandissait dans moi. Pas avec l'enfant de Gabriel Fra qui grandissait dans un corps qui me trahissait de plus en plus clairement au fil des semaines. J'avais déjà rédigé ma lettre de démission. Elle se trouvait dans un dossier protégé par un mot de passe sur mon ordinateur portable personnel à la maison, révisé 17 fois jusqu'à ce que le langage trouve le parfait équilibre entre professionnalisme et finalité. 2 semaines de préavis, une vague référence à la poursuite d'autres opportunités, rien qui puisse susciter des questions ou nécessiter des explications que je ne pouvais donner. Le bureau autour de moi avait commencé sa transformation du soir. L'espace ouvert qui abritait les jeunes employés se vidait. Les jeunes analystes et associés rassemblaient leurs affaires avec l'expression soulagée de personnes échappant à un confinement. Mais l'étage des cadres où je travaillais restait peuplé. Les cadres supérieurs ne respectaient pas les horaires normaux. Leurs assistants non plus. À travers la paroi vitrée du bureau de Gabriel, je pouvais le voir au téléphone. Son profil se détachait nettement sur les baies vitrées qui donnaient sur la ville. À 32 ans, il dirigeait déjà un empire qui s'étendait bien au-delà des rapports trimestriels que je compilais. La famille Efora avait bâti sa fortune grâce au transport maritime et à l'immobilier. Du moins, c'était la version officielle. Tous ceux qui travaillaient ici depuis assez longtemps
avait appris à ne pas poser trop de questions sur les autres sources de revenus qui permettaient à l'entreprise de rester rentable, même en période de ralentissement économique. Il gesticulait en parlant, sa main fendant l'air avec précision. Même de loin, je pouvais lire la tension dans ses épaules, la légère inclinaison vers l'avant qui signifiait qu'il négociait quelque chose d'important. Gabriel ne montrait jamais d'émotion dans ses relations d'affaires. Mais 3 ans passés à l'observer m'avaient appris à reconnaître les micro-expressions qui trahissaient son véritable état d'esprit. Mon téléphone vibra sur le bureau. Un rappel de calendrier. Rendez-vous chez le médecin demain à 8 heures. Première consultation prénatale officielle. Je l'avais pris dans une clinique située à 3 quartiers de mon appartement et j'avais payé en espèces pour la première consultation, paranoïaque à l'idée que les dossiers d'assurance puissent d'une manière ou d'une autre revenir à l'attention de Gabriel. La nausée qui m'accompagnait en permanence choisit ce moment pour me submerger. Je me levais prudemment, prenant ma bouteille d'eau pour faire diversion, et me dirigeais vers les toilettes privées adjacentes à mon espace de travail. L'un des avantages d'être secrétaire de direction, c'est d'avoir ses propres installations, loin des toilettes communes utilisées par tout le monde. J'ai verrouillé la porte et je me suis appuyé contre le comptoir en marbre frais, respirant par le nez jusqu'à ce que la vague passe. Mon reflet dans le miroir révélait la vérité que je cachais. Des cernes sous les yeux que le maquillage ne parvenait pas à effacer. Un teint pâle qui trahissait des nuits blanches et des nausées matinales qui duraient toute la journée. La légère tension autour de ma bouche, due à une vigilance constante. 25 ans, 3 ans de service irréprochable auprès d'un homme qui valorisait la compétence par-dessus tout. Une nuit d'erreurs de jugement spectaculaire qui allait me coûter tout ce que j'avais construit. Je me suis aspergé des poignées d'eau froide, une vieille astuce que ma grand-mère m'avait apprise pour lutter contre des nausées, puis je suis retourné à mon bureau. Les rapports ne se rédigeraient pas tout seuls, et je voulais que Gabriel n'ait rien à redire sur la qualité de mon travail. Lorsque je remettrais ma démission la semaine suivante, je voulais qu'il n'ait aucune raison professionnelle de la remettre en question. L'ascenseur sonna, annonçant une arrivée tardive. Chuck et Elder Castro en sortis, le chef de la sécurité de Gabriel et l'homme qui savait tout ce qui se passait dans et autour de ce bâtiment. Il était bâti comme quelqu'un qui avait passé des années à faire un travail physique. Son costume sombre était taillé sur mesure pour s'adapter à des épaules qui suggéraient qu'il pouvait briser quelqu'un en deux si nécessaire. « Madame Machado », dit-il en hochant la tête alors qu'il passait devant mon bureau, se dirigeant directement vers celui de Gabriel. Je lui rendis son salut et le regardai frapper une fois avant d'entrer. À travers la vitre, je vis Gabriel terminer son appel et tourner toute son attention vers Hochhalder. Ils parlèrent pendant plusieurs minutes, l'expression de Gabriel s'assombrissant à mesure que les informations lui étaient communiquées. Puis les yeux de Gabriel me trouvèrent à travers la paroi vitrée. Ce regard ne dura qu'une seconde avant qu'il ne reporte son attention sur Hochhalder. Mais cela suffit. Quelque chose dans ce regard trahissait une certitude qui me noua l'estomac. Hochhalder quitta le bureau en m'adressant un petit sourire presque compatissant. Je me forçais à reporter mon attention sur mon écran, essayant d'ignorer mon pouls qui s'était soudainement accéléré. Cela ne voulait rien dire. Gabriel me regardait des dizaines de fois par jour. Ce n'était pas différent. Sauf que ça l'était. Mon téléphone de bureau sonna. La ligne interne, la ligne directe de Gabriel. Elena, dans mon bureau, s'il vous plaît. Sans préambule, sans explication. Juste l'attente que je m'exécute immédiatement, comme je l'avais toujours fait. J'ai enregistré mon travail et je me suis levé, lissant ma robe fourreau noire, choisie spécialement ce matin-là parce qu'elle m'allait encore sans marquer les légers changements de mon corps. Le trajet jusqu'à son bureau m'a semblé plus long que d'habitude. Chaque pas me rapprochait de quelque chose que je ne pouvais nommer, mais que je craignais instinctivement. Gabriel se tenait près de la fenêtre lorsque je suis entré, dos à moi, les mains dans les poches. Le soleil couchant dessinait sa silhouette, rendant impossible de lire son expression. « Ferme la porte », dit-il sans se retourner. Je m'exécutais, le léger clic du loquet résonnant de manière incroyablement forte dans cet espace soudainement silencieux. « Assieds-toi, Elena, pas Madame Machado. » Elena. L'utilisation de mon prénom dans ce contexte envoya des signaux d'alarme à mon système nerveux. Je pris place sur l'une des chaises en cuir face à son bureau, m'asseyant sur le bord plutôt que de m'enfoncer dans le siège, prêt à m'enfuir si nécessaire. Gabriel se tourna enfin vers moi. Son visage était impassible, mais j'avais appris à lire les petits signes révélateurs, la légère tension de sa mâchoire, la façon dont ses doigts tambourinaient une fois contre sa cuisse avant de s'immobiliser. Il était en colère, mais il la contenait grâce au contrôle de fer qu'il exerçait sur tout. « Je vais te poser une question. »
dit-il en s'appuyant contre le bord de son bureau, si près que je dus pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Et je veux la vérité. Ma gorge se serra. Bien sûr. Avais-tu l'intention de me parler du bébé ou allais-tu simplement disparaître? Le monde sembla s'arrêter. Le bourdonnement des lumières, le bruit lointain de la circulation dans la rue en contrebas, les battements de mon cœur, tout s'est estompé dans un bruit statique lorsque ces mots ont fait leur effet. Il savait. Je ne sais pas de quoi vous parlez, ai-je réussi à dire. Mais le mensonge m'a semblé faible, même à mes propres oreilles. L'expression de Gabriel n'a pas changé. Le travail de Hackelder consiste à savoir tout ce qui se passe dans ce bâtiment et tout ce qui pourrait affecter nos opérations. Tu travailles ici depuis 3 ans, Elena. Pensais-tu vraiment que je ne remarquerais pas que ma secrétaire de direction avait soudainement commencé à éviter le café, à passer un temps excessif aux toilettes et à prendre des rendez-vous médicaux dans des cliniques qui n'acceptent pas les assurances? La surveillance professionnelle dont j'avais toujours soupçonné l'existence en théorie devenait horriblement concrète. Tu m'as fait suivre. Je fais suivre tout le monde, répondit-il sans s'excuser. C'est un protocole de sécurité élémentaire. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as pensé que me cacher cela était une option acceptable. Le calme prudent de sa voix était en quelque sorte plus intimidant que s'il avait crié. Je me suis levé, ne pouvant rester assise alors qu'il me dominait de toute sa hauteur, parce que cela ne te regarde pas. Cela ne me regarde pas. Il a légèrement haussé les sourcils. Tu portes mon enfant et tu prévois de démissionner sans m'en parler. Et tu penses que ça ne me regarde pas? Une nuit ne te donne pas le droit de disposer de ma vie ou de mes décisions. Dis-je, retrouvant ma voix même si mes mains tremblaient. Ce qui s'est passé entre nous était une erreur. J'en assume les conséquences. Tu n'as pas besoin de t'impliquer. Une erreur. Il répéta le mot comme s'il le savourait. C'est comme ça que tu appelles ça. Comment t'appellerais-tu ça autrement? Les mots sortirent plus tranchants que prévu. 3 semaines de peur et d'incertitude trouvaient enfin un exutoire. Tu es mon patron, Gabriel. Nous avons franchi une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Je ne vais pas aggraver cette erreur en compliquant davantage nos vies à tous les deux. Il m'a observé longuement. Tu penses que disparaître protège quelqu'un? Mon enfant qui grandit sans connaître son père le protège. Ta lutte solitaire te protège. Je ne lutterai pas. J'ai des économies. Je trouverai un autre emploi. Où? M'a-t-il interrompu. Quelle entreprise embauchera une femme enceinte qui vient de démissionner de son poste précédent sans explication? Quelle référence pourrais-je donner qui ne soulève pas de questions? La réalité pratique de ma situation, à laquelle j'avais évité de penser trop directement, s'est cristallisée avec ces mots. Tu saboterais ma carrière. Je dirais la vérité, que tu étais une employée exemplaire qui est partie pour des raisons personnelles dont je ne peux pas parler, ce qui amènerait tout responsable du recrutement à imaginer le pire. Il s'est approché, suffisamment près pour que je puisse sentir son eau de Cologne, un parfum subtil et coûteux que j'essayais de ne pas remarquer depuis 3 ans. Où tu pourrais rester, conserver ton poste, ton salaire, ton assurance maladie qui couvrirait les soins prénataux et l'accouchement, en échange de quoi? En échange de me laisser être le père de mon enfant. La simplicité de cette déclaration rendait les choses encore plus compliquées. Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas l'être. Je ne veux simplement pas être une responsabilité de plus que tu gères comme un rapport trimestriel. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. C'est ainsi que tu me considères? Une responsabilité à gérer. Je ne sais pas ce que je suis pour toi, Gabriel. Nous avons à peine parlé de choses personnelles en 3 ans. Une nuit ne changera rien à cela. Alors, changeons cela. Il a pris ma main, ses doigts chauds contre les miennes froids. Reste, pas seulement pour le bébé. Reste parce que tu es doué dans ton travail et que je ne veux pas te remplacer. Reste parce que ce qui s'est passé entre nous mérite mieux que tu t'enfuis au milieu de la nuit. Je voulais m'éloigner, mais je n'ai pas réussi à le faire. Et quand les gens s'en rendront compte, quand les ragots commenceront, qu'ils commencent, je me fiche de ce que les gens pensent. Facile à dire pour toi. Tu es Gabriel Fra. Je ne suis que ta secrétaire qui a pris une décision catastrophique. Il serra les mâchoires. Ne te traite pas d'idiote et ne te dévalorise pas. Tu gères ce bureau plus efficacement que la plupart des cadres ne gèrent des départements entiers. C'est grâce à toi que je peux me concentrer sur mon travail au lieu de me noyer dans le chaos administratif. Ce n'est pas rien. Ce compliment me prit au dépourvu et il dut le remarquer, car son expression s'adoucit légèrement. Reste, Elena. Laisse-moi m'occuper de la logistique, des ragots, de tout. Concentre-toi simplement sur ta santé et ton travail.
Que cela te plaise ou non, je reste, dis-je. Mais cela ressemblait plus à une question qu'à une affirmation. Que cela te plaise ou non, confirma-t-il, car je sais que cet enfant est le mien et je protège ce qui m'appartient. La possessivité de ces mots aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, pour la première fois en 3 semaines, je ressentis quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Le lendemain de la révélation de Gabriel, je suis arrivé au bureau en m'attendant à ce que tout soit différent. Au lieu de cela, les néons continuaient à émettre leur bourdonnement monotone. La machine à café de la salle de pause continuait à gargouiller et à siffler, et mon bureau était toujours encombré de la même pile de dossiers en attente d'approbation que lorsque je suis parti. Ce qui avait changé, c'était le poids du regard de Gabriel chaque fois que je passais dans son champ de vision. Je venais à peine de m'installer dans mon fauteuil que Yara Baptista est apparue. L'assistante personnelle de Gabriel est la femme qui s'occupait des questions trop sensibles pour les canaux habituels. Elle avait une quarantaine d'années et était élégante, comme quelqu'un qui a appris à naviguer parmi les hommes puissants sans se perdre dans le processus. « Monsieur Frier m'a demandé de vous remettre ceci », dit-elle en posant un élégant dossier noir sur mon bureau. Son expression était professionnellement neutre, mais quelque chose dans son regard suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. J'ai ouvert le dossier après son départ. À l'intérieur, il y avait une nouvelle carte d'assurance maladie à mon nom, mise à niveau vers le niveau premium réservé aux cadres, une carte de visite du docteur Teresa Vidal, l'une des meilleures obstétriciennes de la ville, accompagnée d'une note écrite de la main précise de Gabriel. Premier rendez-vous prévu demain, 10 heures, sans possibilité de changement. En dessous, une carte d'accès à son parking privé et une note réattribuant ma place de parking du parking public, située à 3 pâtés de maison à celui, sécurisé, situé directement sous le bâtiment. Je fixais ces objets, réalisant que c'était ainsi que Gabriel fonctionnait, non pas par de grands gestes ou des déclarations émotionnelles, mais par l'élimination systématique des obstacles. Il avait identifié tous les problèmes pratiques que je pouvais rencontrer et les avait résolus avant même que je puisse exprimer mes objections. Mon téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Le rendez-vous chez le médecin que vous aviez prévu ce matin a été annulé et reporté à demain avec le docteur Vidal. Tous les frais sont déjà pris en charge. Whit Chauncey Selder. J'aurais dû être reconnaissante. Au lieu de cela, j'ai ressenti les prémices de ce qui allait devenir une sensation familière au cours des mois suivants. La cage se refermant autour de moi, tapissée de velours, mais néanmoins verrouillée. Elena, avez-vous les révisions du contrat Castellani? La voix de Gabriel retentit dans le combiné de mon téléphone de bureau. J'ai rassemblé les documents et je suis entré dans son bureau. Il était en train de consulter quelque chose sur sa tablette. Il n'a pas levé les yeux immédiatement. Quand il l'a fait, son regard s'est d'abord posé sur mon visage, puis s'est brièvement arrêté sur mon ventre avant de revenir vers moi. Les modifications sont surlignées en rouge, dis-je en posant le dossier sur son bureau. Le service juridique a déjà approuvé les modifications. Bien. Il marqua une pause, puis ajouta « As-tu reçu le colis de Yara? » Oui, je n'ai pas eu besoin d'annuler mon autre rendez-vous. C'était absolument nécessaire. Cette clinique est adaptée aux soins de routine. Vous avez besoin d'un spécialiste des grossesses à haut risque. Je ne suis pas à haut risque. Vous avez 25 ans, vous travaillez 60 heures par semaine, vous êtes soumise à un stress considérable et vous essayez de cacher votre grossesse à tout votre entourage. Cela correspond à un risque élevé. Son ton était neutre, comme si nous discutions des prévisions trimestrielles plutôt que de mon corps. Le docteur Vidal est le meilleur, vous la verrez. Je sentis ma mâchoire se crisper. Vous ne pouvez pas réorganiser ma vie sans me consulter. Je le peux lorsque l'alternative est que vous receviez des soins inadéquats parce que vous êtes trop têtu pour accepter de l'aide. Il posa sa tablette et m'accorda toute son attention. Il ne s'agit pas de contrôle, Elena. Il s'agit de s'assurer que vous et le bébé êtes en bonne santé. Tout est question de contrôle avec vous. Quelque chose a vacillé dans son expression. Si je voulais le contrôle, vous seriez déjà installé dans mon penthouse où je pourrais vous surveiller 24 heures sur 24. Au lieu de cela, je vous offre une meilleure assurance et un meilleur médecin. Choisissez vos combats avec soin. L'idée que c'était là l'option la plus charitable me fit frissonner. Vous ne pouvez pas sérieusement me suggérer d'emménager chez vous. Pas encore, mais nous devrons discuter de vos conditions de vie avant que vous n'atteigniez 20 semaines. Votre appartement a des escaliers et pas d'ascenseur. Ce n'est pas pratique. Il reporta son attention sur le contrat comme si la question était réglée. C'est tout pour l'instant. J'ai quitté son bureau, les mains tremblantes à cause d'un mélange de colère et d'autres choses que je ne voulais pas nommer. De retour à mon bureau, j'ai ressorti ma lettre de démission et l'ai relue.
Les mots qui semblaient si définitifs la semaine dernière me paraissaient désormais fragiles face à la détermination de Gabriel. Jazella est apparue à l'heure du déjeuner, une distraction bienvenue. Tu veux aller manger quelque chose au café en bas? J'ai désespérément besoin de sortir de ces murs pendant 20 minutes. Je ne peux pas. J'ai trop de choses à finir avant la réunion avec Peterson à 14 heures. Elle a penché la tête, m'observant avec l'expression de quelqu'un qui me connaît depuis assez longtemps pour reconnaître quand je détournais la conversation. Tu es différente ces derniers temps. Distante. Tout va bien? Tout va bien, ai-je menti, puis j'ai adouci ma réponse avec honnêteté. Je suis juste fatigué. Je ne dors pas bien. C'est à cause de Fra. Il te met trop de pression. Avant que je puisse répondre, Gabriel lui-même sortit de son bureau. L'ancien du HOC à ses côtés. Ils étaient plongés dans une conversation. L'expression de Gabriel était plus sombre que je ne l'avais vue depuis des semaines. Alors qu'il passait devant mon bureau, j'ai capté des bribes de leur conversation. Liel a posé des questions sur l'accord Castellani. Qu'il pose ces questions. Il n'a aucun moyen de pression. Mais s'il fait le lien entre les différentes routes maritimes, ils se sont éloignés, se dirigeant vers l'ascenseur privé qui menait à la salle de conférence des cadres. Mais Ogder m'a jeté un regard en passant. Et dans ce regard, j'ai lu la confirmation de ce que je soupçonnais depuis hier. Je faisais désormais partie des calculs que Gabriel effectuait dans sa tête. Je n'étais plus seulement sa secrétaire, mais une variable dans des équations plus complexes que je ne comprenais pas entièrement. Jazella a suivi mon regard. Ces deux-là sont toujours en train de comploter quelque chose. Je te jure que parfois, j'ai l'impression que FRA dirige plus qu'un simple empire commercial légitime. Ce n'est pas vraiment notre problème, ai-je rapidement répondu, conscient que spéculer sur les activités de la famille Fryer était un terrain dangereux. Je suppose que non, a-t-elle répondu en regardant sa montre. Je devrais y retourner de toute façon. Mais, Elena, si jamais tu as besoin de parler de quoi que ce soit, je suis là, sans jugement. Après son départ, j'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais je me suis rendu compte que mon esprit revenait sans cesse à la conversation que j'avais entendue. Gyler Meliel était l'un des principaux rivaux commerciaux de Gabriel, un homme dont les holdings légitimes masquaient des opérations qui faisaient passer la famille Fra pour éthique en comparaison. Si Léel fouinait autour de l'affaire Castellani, mon téléphone vibra à nouveau. Un autre SMS de Walt l'Ancien. Monsieur le docteur Freyer vous demande de le rejoindre dans la salle de conférence A. Immédiatement, j'ai enregistré mon travail et pris l'ascenseur privé. La salle de conférence exécutive occupait la moitié du dernier étage, avec des fenêtres sur 3 côtés offrant une vue panoramique sur la ville. Gabriel se tenait à l'autre bout, les bras croisés, regardant l'horizon. Hackholder se tenait près de la porte, sa présence réduisant d'une certaine manière l'immensité de l'espace. « Fermez la porte », dit Gabriel sans se retourner. Je m'exécutais. La lourde porte se referma dans un léger clic et soudain, le bruit ambiant du bâtiment disparut complètement. Insonorisé, bien sûr. Hosea Elder a des informations que vous devez entendre, dit Gabriel en se tournant enfin vers moi. Dites-lui. L'expression de Hog Elder était désolée mais ferme. Gilles Léal surveille les associés connus de M. Fra. Depuis 3 jours, cette surveillance s'est étendue à vous. Il me fallut un moment pour comprendre. Moi? Pourquoi ferait-il cela? Parce que vous êtes proche de Gabriel. Ah! Elder l'interrompit doucement. Pour quelqu'un comme Léal, toute personne proche de ses rivaux est un moyen de pression potentiel. Il ne sait pas encore que vous êtes enceinte, mais il sait que vous êtes importante pour les opérations de Gabriel. Je suis sa secrétaire. Ce n'est pas vraiment une information confidentielle. Vous êtes plus que cela, dit Gabriel doucement. Et Léal est assez intelligent pour s'en rendre compte. La façon dont je compte sur vous, dont je vous confie des informations sensibles, il y voit une vulnérabilité. J'ai senti un frisson malgré la climatisation de la pièce. Quel genre de surveillance? Il surveille vos déplacements, vos communications, vos transactions financières. Il recueille des renseignements de manière classique. Hawk Elder sortit sa tablette et me montra une série de photos. Moi quittant mon immeuble, entrant dans le bureau, marchant vers la clinique où je m'étais rendu la semaine dernière. La clinique. S'il y a des gens qui me suivent à mes rendez-vous médicaux, je ne puis finir ma phrase. Il sera au courant de la grossesse d'ici quelques jours, s'il ne l'est pas déjà, confirma Gabriel. C'est pourquoi nous devons prendre les devants. Prendre les devants comment? Gabriel échangea un regard avec Elder, qui indiquait que la décision était déjà prise. Vous emménagez dans mon immeuble dès maintenant. Il y a un appartement vacant à l'étage en dessous de mon penthouse, entièrement meublé. L'équipe des anciens de Shaya emballera vos affaires ce soir. Hors de question.
Elena, non. Je restais sur mes positions, même si mon cœur battait à tout rompre. Vous n'avez pas à prendre cette décision à ma place. J'apprécie l'avertissement, mais je ne déménagerai pas simplement parce qu'un rival en affaires est trop curieux. Ce n'est pas de la curiosité, dit Gabriel d'une voix plus dure. Gilliam est dangereux. Il est soupçonné d'être responsable de la disparition de 3 personnes qui se sont mises en travers de son chemin. Je ne veux pas que toi ou notre enfant deveniez des moyens de pression qu'il puisse exploiter. Alors dis-lui la vérité. Rends cela public. Supprime son moyen de pression. Je ne suis pas encore prête à faire cela. Pourquoi pas? Il resta silencieux pendant un long moment. Parce qu'une fois que ce sera public, tout changera. Le conseil d'administration aura des questions. Les actionnaires auront des inquiétudes. Tous mes concurrents commerciaux vous considéreront, toi et le bébé, comme des victimes acceptables dans leur guerre contre moi, contrairement à maintenant où je ne suis qu'une victime secrète en attente de se produire. Je ne suis qu'une victime secrète en attente. Sa mâchoire se crispa. Tu n'es pas une victime. Tu es sous ma protection. Une protection que je n'ai pas demandée et dont je ne veux pas. Néanmoins, tu l'as. Il s'est approché. Sa présence était écrasante, comme toujours lorsqu'il abandonnait son apparence professionnelle. Je ne te laisse pas le choix, Elena. Tu déménages ce soir. Tu peux te battre avec moi sur les détails, mais pas sur le fait même. Je voulais discuter pour lui dire exactement où il pouvait mettre ses décisions autoritaires. Mais j'ai regardé à nouveau les photos. Je me suis vu capturé dans des moments que je croyais privés et j'ai ressenti la première véritable bouffée de peur. L'appartement, ai-je finalement dit. Je garde mon espace personnel. Tu n'as pas la clé et je n'ai pas à te rendre compte de mes allées et venues. D'accord, à une condition. L'équipe de Schuylkill surveille la sécurité de l'immeuble. Si tu pars, ils doivent savoir où tu vas. Ce n'est pas... C'est la meilleure offre que tu obtiendras, m'interrompit Gabriel. Et c'est plus de liberté que je ne devrais t'accorder dans ces circonstances. Je regardais Hilder, qui eut au moins la décence de paraître compatissant. Il a raison, mademoiselle Machado. Si Léal apprend votre grossesse, votre appartement actuel est indéfendable. L'immeuble de M. Frey est doté de mesures de sécurité qui nécessiteraient une opération militaire pour être franchie. La partie pratique de mon cerveau reconnaissait la logique. Le reste de moi hurlait contre le piège qui se refermait de plus en plus. D'accord, dis-je, mais c'est temporaire. Une fois que Léal sera passé à sa prochaine obsession, nous réexaminerons la situation, acquiesça Gabriel. Mais quelque chose dans son ton suggérait qu'il n'avait aucune intention de me laisser partir. Ce soir-là, depuis le penthouse de Gabriel, je regardais l'équipe de Houndholders emballer efficacement toute ma vie dans des cartons étiquetés. Gabriel avait insisté pour que je ne retourne pas à mon appartement, invoquant des raisons de sécurité, et je n'avais pas eu l'énergie de le contredire. Ton appartement est 3 étages plus bas, m'a-t-il dit en me tendant une carte clé. 2000 cents, il est aménagé de la même manière que celui-ci, mais la 2e chambre est actuellement utilisée comme bureau. Actuellement, ai-je répété. Tu veux dire jusqu'à ce qu'elle devienne une chambre d'enfant, ce qui n'arrivera pas avant des mois. Il s'est dirigé vers la fenêtre, les mains dans les poches. Elena, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, mais je veux que tu comprennes que je ne fais pas cela pour te contrôler. Je le fais parce que l'alternative est inacceptable. L'alternative étant qu'il arrive quelque chose à toi ou à notre enfant parce que je n'ai pas pris les précautions nécessaires. Il s'est tourné vers moi. J'ai passé toute ma vie d'adulte à calculer les risques et à atténuer les menaces. Ce n'est pas différent. Sauf que je ne suis pas une transaction commerciale. Je suis une personne, j'en suis consciente. Son expression s'adoucit légèrement. C'est pourquoi tu as ton propre appartement au lieu d'être installé dans ma chambre d'amis. C'est pourquoi tu conserves ton poste au lieu d'être mis en congé immédiat. J'essaie de trouver un équilibre entre ton autonomie et des préoccupations légitimes en matière de sécurité. Je voulais rester en colère, m'accrocher à la fureur qui me faisait me sentir moins impuissante, mais la fatigue l'emportait. 4 semaines de nausées matinales, de nuits blanches et d'anxiété constante avaient épuisé mes réserves. Je devrais aller voir ma nouvelle prison, dis-je en me dirigeant vers la porte. Elena, je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Ce n'est pas une prison. Tu peux partir quand tu veux. Tu ne peux simplement pas revenir à une situation sans protection. La distinction me semblait insignifiante, mais j'ai acquiescé et je suis sorti. L'appartement 2100 était, comme promis, similaire au penthouse de Gabriel, mais plus petit. Le mobilier était moderne et coûteux, la cuisine entièrement équipée, la salle de bain plus grande que ma chambre dans mon ancien appartement. À travers les baies vitrées,
La ville scintillait comme des diamants éparpillés. Une cage dorée, pensais-je, mais une cage quand même. Mon téléphone vibra. Un SMS de Gabriel. Holly Elder livrera vos affaires avant 10 heures. Si tu as besoin de quoi que ce soit d'avant, je suis à l'étage. Je m'assis sur le canapé en cuir immaculé et finis par accepter la vérité que j'avais évitée jusqu'alors. J'étais bien plus impliqué qu'une simple grossesse. J'étais devenu partie intégrante du monde de Gabriel Fra, d'une manière qui allait au-delà de la relation employeur-employé, voire au-delà de la relation père-fille. J'étais devenu quelqu'un qu'il se sentait obligé de protéger, et Gabriel Fra ne lâchait jamais ce qu'il considérait comme sien. Le cabinet du docteur Teresa Vidal occupait le dernier étage d'un immeuble médical qui coûtait probablement plus cher au mètre carré que la plupart des maisons. La salle d'attente était décorée d'œuvres d'art originales et de meubles qui semblaient sortir tout droit d'un magazine de design plutôt que d'un endroit où les gens attendaient anxieusement les résultats de leurs examens. J'étais arrivé seul, insistant auprès de Gabriel pour qu'il ne m'accompagne pas à un rendez-vous prénatal de routine. Il a accepté avec une réticence visible, mais je soupçonnais l'équipe de sécurité de Young Calder d'être quelque part à proximité, maintenant un périmètre invisible. Mademoiselle Machado, une infirmière, est apparue, un bloc-notes à la main. Le docteur va vous recevoir maintenant. Le docteur Vidal était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés, tirés en arrière en une élégante torsade. Elle m'a serré la main fermement et m'a fait signe de m'asseoir sur la table d'examen. Je crois comprendre que c'est votre 3e visite chez nous et que vous en êtes maintenant à environ 12 semaines. Elle a consulté quelque chose sur sa tablette. Monsieur Fire a insisté pour que nous vous fournissions des soins complets. La mention désinvolte de l'implication de Gabriel m'a rendu nerveuse. Que vous a-t-il dit exactement? Simplement que vous portez son enfant et qu'il souhaite que vous bénéficiez tous les deux des meilleurs soins possibles. Elle a levé les yeux, l'air bienveillant mais professionnel. Tout ce qui est discuté ici est confidentiel. Elena. Puis-je vous appeler Elena? J'ai acquiescé, ma tension se relâchant quelque peu. L'examen était complet. Analyse sanguine, examen physique et enfin échographie. Le docteur Vidal a déplacé la sonde sur mon abdomen, les yeux rivés sur l'écran. Puis elle a souri. « Voulez-vous voir votre bébé? » Elle a tourné le moniteur vers moi et il était là. Ce n'était plus un haricot, mais un véritable petit être humain avec des membres visibles, un pouls vacillant en son centre qui m'a coupé le souffle. « C'est le battement du cœur, » a dit doucement le docteur Vidal, fort et régulier. D'après les mesures, je dirais que vous en êtes à environ 12 semaines et demie. Cela signifie que vous accoucherez vers début d'avril. Avril, dans 5 mois et demi. Le calendrier m'est soudain apparu comme réel, d'une manière qui n'était pas le cas auparavant. Tout semble en bonne santé, et poursuivit le médecin. Mais je voudrais que vous réduisiez votre niveau de stress. Monsieur Freyer est mentionné que vous travaillez de longues heures. Nous devrions discuter d'une modification de votre emploi du temps. Mon travail me convient, répondis-je rapidement. Je peux m'en sortir, je n'en doute pas, mais la question est de savoir si vous devriez. Elle me tendit les impressions des images échographiques. Un stress élevé pendant la grossesse peut entraîner des complications. Je recommanderais de ne pas dépasser 45 heures par semaine et de prendre des pauses régulières. J'ai pensé à la réaction de Gabriel si j'essayais de réduire mes heures de travail. Je vais y réfléchir. De retour au bureau, j'ai trouvé Gabriel à sa place habituelle près de la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille. Il m'a jeté un coup d'œil lorsque je suis entré, puis a brusquement mis fin à son appel. Comment était le docteur Vidal? Très minutieuse. J'ai posé les images échographiques sur son bureau. Elle a dit que tout semblait en bonne santé. La date prévue pour l'accouchement est désormais mi-avril. Elle l'a révisée en fonction des mesures actuelles. Il a pris l'une des images et l'a étudiée avec une intensité qui semblait disproportionnée par rapport à cette forme granuleuse en noir et blanc. Avril, a-t-il répété, 5 mois et demi. Elle a également dit que je devrais réduire mes heures de travail. 45 heures par semaine maximum. Il a levé les yeux vers moi. D'accord. Je ne demandais pas la permission. Je sais. J'étais d'accord avec la recommandation du médecin. Il a reposé l'image. En fait, j'ai déjà demandé à Yara de redistribuer certaines de tes responsabilités au pool administratif. La frustration familière a surgi, sans me consulter au préalable. Aurais-tu accepté si je t'avais demandé? Ce n'est pas la question. C'est exactement la question. Il contourna le bureau, réduisant la distance entre nous. Vous ne donnez pas la priorité à votre santé plutôt qu'à votre travail. Quelqu'un doit le faire. Je peux prendre mes propres décisions concernant ce que je suis capable de gérer. Le pouvez-vous? Sa voix était calme mais provocante. Parce que de mon point de vue, tu te suis épuisé depuis 6 semaines
en essayant de prouver que tu peux tout faire toute seule. Cette obstination peut fonctionner quand tu es seul, mais ce n'est plus le cas. Ces mots m'ont touché plus durement qu'ils n'auraient dû. J'ai détourné le regard, me concentrant sur la ville derrière les fenêtres, plutôt que sur son regard perçant. Elena, il a attendu que je le regarde à nouveau dans les yeux. Je sais que tu es en colère à cause de la façon dont les choses se sont passées. Comment je l'ai découvert, la sécurité, l'appartement, tout ça. Mais ma priorité est de veiller à ta sécurité et à ta santé, ainsi qu'à celle du bébé. Si cela fait de moi quelqu'un de contrôlant, je peux vivre avec. Facile à dire quand c'est toi qui contrôles. S'agit-il vraiment de contrôle ou est-ce parce que tu es indépendante depuis si longtemps que le fait d'accepter de l'aide te semble être une faiblesse? La justesse de son observation m'a donné envie de lancer quelque chose. Au lieu de cela, j'ai croisé les bras. Je n'ai pas besoin de la psychanalyse de mon patron. Je ne suis plus seulement ton patron. Alors qui es-tu? La question est restée en suspens entre nous. Gabriel est resté silencieux pendant un long moment, son expression indéchiffrable. Je ne sais pas, a-t-il finalement dit. C'est ce que nous devons déterminer. Il m'a fait signe de m'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir près de son bureau. Je me suis assise et il a pris celle en face de moi plutôt que de se retirer derrière son bureau. Le caractère informel de cette disposition semblait délibéré. « Parlez-moi de notre première rencontre », m'a-t-il dit. Cette question inattendue m'a déconcerté. Quel est le rapport? Faites-moi plaisir. Je me suis souvenu de mon premier jour en tant que secrétaire de direction, il y a 3 ans. Vous étiez en pleine négociation d'acquisition. Vous m'avez à peine regardé, vous m'avez simplement dit ce que vous attendiez de moi, et vous m'avez laissé le soin de trouver comment m'y prendre. Vous avez été plus rapide et plus efficace que les 3 secrétaires que j'avais eus avant vous. Un léger sourire effleura ses lèvres. Je me souviens avoir pensé que vous étiez soit brillant, soit téméraire, de réorganiser tout mon système de classement dès la première semaine. C'était le chaos. Le classement par couleur en fonction de l'urgence était plus logique que le classement alphabétique. Tout comme votre suggestion de regrouper les briefings matinaux en un seul rapport numérique au lieu de 4 documents distincts. Il se pencha en avant. Vous avez rendu ma vie professionnelle plus efficace dès le premier jour. Pourquoi pensez-vous que je vous confie des informations que la plupart des cadres ne voient pas? Parce que je suis doué dans mon travail. Parce que vous êtes essentiel à mon fonctionnement. Vous anticipez mes besoins avant même que je ne les exprime. Vous filtrez le bruit pour que je puisse me concentrer sur l'essentiel. Vous vous êtes rendu indispensable, Elena. La sincérité de ce compliment me mit mal à l'aise. Si cela doit me réconcilier avec le fait que vous réorganisiez ma vie, cela doit vous faire comprendre que ce qui s'est passé entre nous n'est pas venu de nulle part. Sa voix s'est adoucie. Je te remarque depuis 3 ans. Pas seulement en tant qu'employé, mais en tant que femme qui me stimule comme personne d'autre. La nuit que nous avons passée ensemble n'était pas une erreur fortuite. C'était quelque chose auquel je pensais depuis bien plus longtemps que je n'aurais dû. J'ai retenu mon souffle. Tu n'as jamais rien laissé paraître parce que tu travaillais pour moi, car je savais qu'à partir du moment où j'agirais, tout changerait. Il a soutenu mon regard. Mais ça a changé. Et maintenant, nous en sommes là, et j'essaie de trouver comment être ce dont tu as besoin, tout en étant ce dont notre enfant a besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est d'autonomie, la liberté de faire mes propres choix. Même si ces choix te mettent en danger, ce sont toujours mes choix à faire. Il réfléchit à cela. Et si nous concluons un accord, des limites claires pour ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Je ne m'attendais pas à cela. Tu proposes de négocier dans la mesure du raisonnable. Je ne ferai aucun compromis sur ta sécurité ou la santé du bébé, mais nous pouvons discuter des autres aspects. C'était plus que ce que j'attendais d'un homme habitué à exercer une autorité absolue. Je veux continuer à travailler à temps plein et non pas occuper un poste réduit qui me donnerait l'impression d'être inutile. 45 heures maximum et tu travailles à domicile 1 jour par semaine. 2 jours au bureau, 3 à distance, ai-je rétorqué. 4 jours au bureau, 1 à distance, et tu prends 1 heure complète pour déjeuner au lieu de manger à ton bureau. Je voulais discuter, mais le compromis était meilleur que ce que j'avais espéré. D'accord, et je garde mon appartement. Pas de date limite pour emménager chez toi. Il a serré les mâchoires pour l'instant. Mais nous reviendrons sur cette conversation à 20 semaines, lorsque les escaliers deviendront plus difficiles. D'accord. Et tu ne prends aucune décision médicale sans m'en parler d'abord. Tant que tu te rends bien au rendez-vous et que tu suis les recommandations du docteur Vidal. Je ne suis pas une enfant, Gabriel. Je sais exactement ce que tu es. La chaleur de sa voix m'a prise au dépourvu. Tu es têtue, brillante, exaspérante
et tu portes mon enfant. Ce qui fait de toi la personne la plus importante de ma vie en ce moment. Que tu veuilles ou non assumer cette responsabilité. Cette déclaration m'a laissé sans voix. Gabriel s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, comme s'il avait besoin de prendre de la distance par rapport à ses propres paroles. J'ai une réunion avec les représentants de Castellani dans 1 heure, a-t-il dit, reprenant un ton professionnel. J'ai besoin que tu prépares les contrats mis à jour et que tu sois présente pour prendre des notes. Ce retour abrupt aux questions professionnelles m'a presque soulagé. Bien sûr, j'ai commencé à partir, mais sa voix m'a arrêté à la porte. Elena, cette nuit-là. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Je ne le regrette pas. Je sais que je devrais, vu les complications que cela a causées, mais ce n'est pas le cas. Je ne savais pas comment réagir, alors j'ai simplement hoché la tête et je suis parti. La réunion avec Castellani a duré 3 heures. Une négociation fastidieuse sur les routes maritimes et les frais d'importation que j'ai documentés avec une précision mécanique. Mais pendant tout ce temps, j'étais hyper consciente de la présence de Gabriel de l'autre côté de la table de conférence. La façon dont il commandait la salle sans élever la voix, les signes subtils qui indiquaient qu'il s'apprêtait à faire une contre-offre, les brefs regards qu'il me lançait pour s'assurer que je notais bien tous les détails. Nous avions pris ces habitudes au cours des 3 dernières années. Une synchronisation professionnelle qui ne nécessitait aucune discussion. Mais maintenant, cette synchronisation semblait chargée d'une signification qui allait au-delà de la simple efficacité. Lorsque la réunion s'est enfin terminée et que les représentants de Castellani sont partis, Gabriel a desserré sa cravate avec un soulagement visible. Ils vont accepter les conditions révisées, a-t-il dit, probablement d'ici vendredi. Comment peux-tu en être sûr? Parce qu'ils n'ont plus besoin de notre infrastructure que nous n'avons besoin de leurs produits. Ils font semblant pour sauver la face, mais les chiffres ne peuvent que nous donner raison. Il commença à rassembler les documents. Bonne note, surtout en ce qui concerne la différence dans leur calcul de tonnage. Ils espéraient que tu ne remarquerais pas que les chiffres ne correspondaient pas entre les différents documents. Je n'ai pas regardé d'aussi près. Si tu l'as fait, il m'a regardé dans les yeux. C'est essentiel. Ce mot semblait avoir plus de poids qu'une simple appréciation professionnelle. De retour à mon bureau, j'ai consulté mes emails personnels et j'ai trouvé un message de Jazela. Bar à vin après le travail. Tu as l'air d'avoir besoin de décompresser. J'avais envie de dire oui pour passer une soirée normale au lieu de naviguer dans la réalité compliquée qui était devenue ma vie. Mais le vin était hors de question et Jazela était trop perspicace pour ne pas remarquer que je commandais de l'eau gazeuse alors qu'elle buvait du vin. J'étais en train de taper une réponse polie pour décliner l'invitation lorsque mon téléphone a vibré, m'annonçant un SMS de Hi Elder. Mise à jour sur la situation de Léal. Il a pris contact avec une ancienne employée, Maria Torres, pour tenter de recueillir des informations sur la vie personnelle de M. Frière. Soyez vigilants. Maria Torres avait quitté l'entreprise 6 mois auparavant dans des circonstances qui n'avaient jamais été entièrement expliquées. Elle travaillait à la comptabilité et avait accès à des documents susceptibles de révéler des schémas dans les opérations de Gabriel. J'ai transféré le message à Gabriel et je l'ai observé à travers la fenêtre de son bureau pendant qu'il le lisait. Son expression s'est immédiatement assombrie. Il a passé un coup de fil, la main libre serrée en poing sur le côté. Lorsqu'il est ressorti 5 minutes plus tard, son visage était à nouveau soigneusement impassible. J'ai une affaire à régler. Je serai absent du bureau pour le reste de la journée. En cas d'urgence, appelez James Elder. Tout va bien? Ça ira. Il s'est arrêté près de mon bureau. Restez dans le bâtiment jusqu'à mon retour. Ne partez pas sans la sécurité. Gabriel, s'il te plaît. Elena, juste cette fois. Ne me contredis pas. L'inquiétude sincère dans sa voix me fit acquiescer. Il partit. Elder le suivit et je me retrouvais seul avec mes pensées et la conscience inconfortable que les dangers dont Gabriel me protégeait étaient bien réels. Je travaillais toute la soirée, le bureau se vidant progressivement autour de moi. À 20 heures, j'étais l'une des 3 dernières personnes présentes à l'étage. Mon téléphone vibra à nouveau, cette fois-ci c'était un SMS de Gabriel. Je vais rentrer plus tard que prévu. Dimitri était garé dans le parking. Il te ramènera chez toi quand tu seras prête. Chez moi? Il voulait dire son immeuble, l'appartement 3 étages en dessous de son penthouse. L'endroit qui était censé être temporaire, mais qui me semblait de plus en plus permanent chaque jour qui passait. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai pris l'ascenseur pour descendre au parking. Dimitri, l'un des anciens de l'équipe Hatchog, se tenait à côté d'une berline noire. Il a ouvert la porte sans un mot et je me suis glissé sur la banquette arrière. Le trajet jusqu'à l'immeuble de Gabriel a duré 12 minutes. Dimitri m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur
a tapé le code de sécurité et a attendu que les portes se referment avant de retourner à la voiture. Dans l'appartement 2100, j'ai enlevé mes talons et je me suis approché des fenêtres. La ville s'étendait en contrebas, avec ses milliers de lumières dans l'obscurité. Quelque part là-bas, Gabriel gérait la menace que représentait Guiller Léal, prenait des décisions, agissait d'une manière dont je ne saurais jamais rien. Mon téléphone vibra à nouveau, cette fois-ci avec un numéro inconnu. Tu fais une erreur en faisant confiance à Gabriel Fair. Demande-lui ce qui est vraiment arrivé à Maria Torres. Je fixais le message, le cœur battant, puis le supprima sans répondre. Mais je n'arrivais pas à trouver le sommeil cette nuit-là. À 16 semaines, la grossesse ne pouvait plus être cachée. Mon corps avait subi des transformations qu'aucun vêtement stratégique ne pouvait dissimuler. Le petit ventre était devenu prononcé. Mes seins avaient grossi de 2 tailles, et mon visage avait pris cette plénitude que tout le monde appelait poliment éclat. Tu dois le dire aux gens, m'a dit Gisela un matin, en m'acculant dans la salle de pause. Elena, je te connais depuis 3 ans. Je ne suis pas aveugle. Tu es enceinte. J'attendais cette conversation depuis des semaines. Pourtant, l'entendre dire aussi directement m'a donné un coup au ventre. Depuis combien de temps le sais-tu? Environ 1 mois. Mais j'attendais que tu me le dises toi-même. Elle m'a touché le bras doucement. Tout va bien? Le père, est-il présent? C'est compliqué. Comme toujours, elle a étudié mon visage avec inquiétude. Mais tu es en sécurité. On prend soin de toi, oui. Plus que ça, en fait. J'ai pensé à la surveillance constante de Gabriel, à l'appartement rénové, aux soins médicaux haut de gamme. Ce n'est tout simplement pas encore officiel, à cause du travail, à cause de tout. Avant qu'elle ne puisse insister, mon téléphone a vibré. Un SMS de Gabriel. Dans mon bureau, tout de suite, je me suis excusé et j'ai trouvé Gabriel debout près de la fenêtre, avec Maria Torres à ses côtés. Les 2 hommes se sont retournés quand je suis entré, l'air sombre. « Ferme la porte », m'a dit Gabriel. Je la répète, le cœur battant. Que s'est-il passé? Guiller Léal a divulgué des informations à un journaliste économique, m'a dit H.O.K. Elder, sans préambule. L'article doit paraître demain matin. Il détaille votre grossesse et laisse entendre que votre embauche est inappropriée. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Comment a-t-il fait? Maria Torres lui a donné accès à d'anciens documents financiers. Il a construit un récit qui laisse entendre que je vous ai embauché en sachant que nous avions une relation personnelle et que votre grossesse est le résultat d'une liaison continue. La voix de Gabriel était maîtrisée, mais je pouvais voir les muscles de sa mâchoire se contracter. Rien de tout cela n'est vrai, mais c'est suffisamment plausible pour causer des problèmes. Quel genre de problèmes? Des enquêtes du conseil d'administration, des inquiétudes des actionnaires, des enquêtes réglementaires potentielles. Il s'est tourné vers moi. Nous devons prendre les devants. Comment? En faisant notre propre annonce ce soir, avant que l'article de Léal ne soit publié. Il a sorti son téléphone et m'a montré une déclaration préparée. Cela confirme notre relation dans le cadre de la grossesse. Cela présente les faits selon nos termes. J'ai lu les paragraphes soigneusement rédigés, professionnels, chaleureux, ne révélant rien de la vérité complexe. Cela donne l'impression que nous sortons ensemble depuis des mois. Nous n'avons pas besoin de fournir un calendrier détaillé. Les faits pertinents sont que vous êtes enceinte. Je suis le père. Nous nous engageons à élever notre enfant ensemble. Il a marqué une pause. À moins que tu ne veuilles le dire autre chose. Que veux-tu dire? Ses yeux ont croisé les miens. Je veux dire la vérité. Que ce qui a commencé comme une nuit unique est devenu quelque chose que ni toi ni moi n'avions prévu. Que tu es importante pour moi au-delà du simple fait d'être la mère de mon enfant. Que je n'ai honte de rien de tout cela. L'honnêteté brute dans sa voix m'a coupé le souffle. Gabriel, mais je suivrai ton exemple, a-t-il poursuivi. Cela t'affecte plus que moi. Que veux-tu que les gens sachent? J'ai repensé aux 12 dernières semaines. La façon dont il s'était immiscé dans tous les aspects de ma vie, non pas avec cruauté, mais avec une protection implacable. La façon dont je m'étais battu contre lui à chaque tournant, mais dont je m'étais adouci malgré mon bon sens. Dis-leur que nous essayons de trouver une solution, ai-je finalement dit. Que ce n'était pas prévu, mais que nous sommes déterminés à faire en sorte que cela fonctionne pour notre enfant et pour nous-mêmes. Quelque chose qui ressemblait à du soulagement a traversé son visage. Je peux m'en accommoder. Chose Elder est passé un coup de fil et en quelques minutes, l'équipe de communication de Gabriel révisait le communiqué. 1 heure plus tard, il était diffusé sur toutes les principales plateformes. Mon téléphone a immédiatement explosé de notifications, des messages de collègues, de numéros que je ne reconnaissais pas, des quelques amis avec lesquels j'étais resté en contact au fil des ans. Je l'ai éteint
et j'ai regardé la ville par la fenêtre de Gabriel. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, nous attendons de voir comment le monde va réagir. Il s'est approché de moi. Elena, je sais que ce n'est pas comme ça que tu voulais que les choses se passent, mais pour ce que ça vaut, je ne regrette pas que tout le monde soit au courant. J'en ai marre de faire semblant que tu n'es que ma secrétaire. Alors, qui suis-je? Il resta silencieux pendant un long moment. Quelqu'un qui compte plus pour moi que n'importe qui d'autre depuis très longtemps. Quelqu'un que je suis déterminé à protéger, même si tu penses ne pas en avoir besoin. Quelqu'un qui me donne envie d'être meilleur que je ne l'ai été. Ces mots me touchèrent, sincères et terrifiants à la fois. Je ne sais pas comment faire, Gabriel. Je ne sais pas non plus, mais nous trouverons une solution ensemble. Sa main trouva la mienne, chaude et solide. Fais-moi confiance, au moins sur ce point. La réaction des médias fut rapide et, comme on pouvait s'y attendre, chaotique. Le lendemain matin, nos noms étaient en tête des tendances. Les titres allaient du soutien au sensationnalisme et les articles de fond débattaient de tout, de l'éthique au travail aux relations modernes. Arrête de lire ça, me dit Gabriel le lendemain, me trouvant en train de faire défiler des articles sur ma tablette. Il s'était présenté à la porte de mon appartement à 8 heures du matin avec le petit déjeuner et les journaux du matin. Ils n'ont pas d'importance, ils se donnent l'impression d'avoir de l'importance. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui importe, c'est que l'IL n'a plus aucun moyen de pression. L'histoire qu'il prévoyait de divulguer ne fait plus que confirmer ce que nous avons déjà annoncé. Il posa un café décaféiné devant moi. C'est nous qui contrôlons le récit désormais. Au cours des 2 semaines suivantes, la frénésie initiale s'est calmée. Mes collègues, qui s'étaient montrés distants, sont devenus prudemment amicaux. Gisela m'a emmené déjeuner et m'a arraché une version fortement édulcorée de la vérité, qu'elle a acceptée avec son élégance habituelle. Le conseil d'administration a publié une déclaration soutenant les choix personnels de Gabriel tout en réaffirmant sa confiance en son leadership. Et lentement, contre toute attente, notre nouvelle réalité a commencé à nous sembler presque normale. Au bout de 18 semaines, Gabriel m'a convoqué dans son bureau pour m'annoncer une nouvelle. Je procède à quelques changements organisationnels. Yara assumera davantage de responsabilités administratives. Vous allez passer à un nouveau poste. Je me suis raidi, m'attendant à une rétrogradation déguisée en considération pour mon état. Quel poste? Directrice des opérations stratégiques. Il m'a remis une description de poste détaillée. Vous faites ce travail de manière informelle depuis plus d'1 an. Il est temps de l'officialiser. J'ai parcouru le document, stupéfaite de voir à quel point il reflétait fidèlement ce que je faisais réellement. Les gens diront que vous me réservez un traitement de faveur. Les gens diront toutes sortes de choses. La question est de savoir si vous vous souciez davantage de leur opinion que de faire le travail pour lequel vous êtes qualifié. Il a soutenu mon regard. Ce n'est pas de la charité, Elena. Vous avez mérité ce poste et je passe 3 candidats en entretien pour vous remplacer au poste de secrétaire de direction afin de prouver qu'il ne s'agit pas de vous garder près de moi. Sa prévenance, la façon dont il avait anticipé mes objections, m'ont laissé momentanément sans voix. Merci. Vous n'avez pas à me remercier et de reconnaître votre valeur. Il s'est approché, même si je ne vous en voudrais pas, de me témoigner votre gratitude plus tard. La chaleur de sa voix m'a fait frissonner. Malgré des mois de proximité forcée, nous avions maintenu des limites physiques prudentes. Mais ces derniers temps, ces limites s'étaient estompées. Gabriel, je sais que nous prenons notre temps. J'essaie de respecter cela. Sa main a doucement pris mon visage entre ses mains. Mais tu dois savoir que je ne suis pas un homme patient par nature. Le fait que j'ai attendu aussi longtemps témoigne de l'importance que tu as pour moi. Avant que je puisse répondre, son téléphone a sonné. Il a soupiré et a reculé. Nous poursuivrons cette conversation plus tard. Réfléchis à ce poste. J'ai besoin d'une réponse d'ici lundi. Ce week-end-là, Gabriel a insisté pour m'emmener hors de la ville. Tu as besoin de faire une pause loin des intrigues du bureau et de l'attention des médias, m'a-t-il dit, balayant mes protestations. C'est un ordre du médecin. Le docteur Vidal n'a pas parlé de quitter la ville. Elle a dit de réduire le stress. C'est une réduction du stress. Nous avons pris la route vers une propriété qu'il possédait dans les Catskills, une maison moderne en verre et en pierre construite à flanc de colline, entourée d'arbres aux feuilles tombées et offrant une vue imprenable. Le même endroit où nous avions fui pendant la crise Lyell. Mais cette fois, l'atmosphère était complètement différente. Pas d'équipe de sécurité, pas de menace immédiate, juste nous et le calme des montagnes. Cet endroit est magnifique, ai-je dit en me tenant debout devant les baies vitrées qui donnaient sur la vallée. C'est paisible. C'est pour ça que je l'ai acheté. Il s'est approché de moi tout près, mais sans me toucher. J'avais besoin d'un endroit loin de tout.
Un endroit qui me donne l'impression d'être à l'écart de toutes les complications. Et tu m'as amené ici. Je t'ai amené ici parce que tu n'es pas une complication, Helena. Tu es la seule chose simple dans ma vie. Il s'est tourné vers moi. Avec toi, je n'ai pas besoin de peser chaque mot, chaque geste. Je peux simplement être moi-même. La vulnérabilité de son aveu m'a fait mal au cœur. Je ne pense pas que quelqu'un m'ait déjà dit quelque chose comme ça. Alors c'était une des imbéciles. Ce soir-là, après le dîner et une conversation tranquille au coin du feu, Gabriel m'a raccompagné jusqu'à la chambre d'amis où j'avais séjourné lors de notre précédente visite. Mais cette fois, lorsqu'il m'a souhaité bonne nuit, sa main s'est attardée sur mon visage. « Helena, dit-il doucement, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive entre nous, quelle que soit la tournure que prendront les événements, je m'engage envers toi et notre enfant. Ce n'est pas négociable. Je sais. Et toi? » Son pouce effleura ma pommette. « Parce que parfois, j'ai l'impression que tu attends toujours que je change d'avis, que je décide que c'est trop compliqué et que je m'en aille. » Cette pensée m'a traversé l'esprit. Ça ne devrait pas. Je ne m'éloigne pas de ce qui m'appartient. Il a capté l'objection qui se formait sur mes lèvres et a souri légèrement. « Je sais que tu n'es pas une possession, mais tu es mienne à tous les égards qui comptent. Et je suis tien si tu me veux. » La question resta en suspens entre nous. Est-ce que je le voulais? Cet homme compliqué, dominateur, étonnamment tendre, qui avait bouleversé toute ma vie. J'ai peur, avouai-je, de commencer à vouloir cela, à te vouloir. Tant mieux. Je suis terrifié depuis des semaines. Il se pencha lentement vers moi, me laissant le temps de m'écarter. Comme je ne le faisais pas, ses lèvres rencontrèrent les miennes dans un baiser qui commença doucement, mais s'intensifia rapidement. Des mois de retenue enfin brisés. Quand nous nous séparâmes enfin, tous deux haletants, il posa son front contre le mien. « Reste avec moi cette nuit, pas seulement dans la chambre d'amis. Avec moi, Gabriel. Juste pour dormir. Je veux juste te serrer dans mes bras. » Sa voix baissa d'un ton. « S'il te plaît. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû maintenir les limites qui avaient permis de garder cette situation sous contrôle. Au lieu de cela, j'ai acquiescé. Sa chambre était masculine et confortable, dominée par un lit massif face à de grandes baies vitrées. Il m'a prêté un T-shirt pour dormir, et lorsque nous nous sommes finalement allongés, il m'a attiré contre lui, mon dos contre sa poitrine, son bras protecteur drapé sur mon ventre qui s'arrondissait. « Ça va ?» a-t-il murmuré contre mes cheveux. « Oui, ça va. » Je l'ai senti se détendre, sa respiration se régularisant progressivement. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément, sans rêve, en sécurité dans les bras d'un homme dont je tombais lentement et terriblement amoureuse. À 24 semaines, les mouvements du bébé étaient devenus impossibles à ignorer. Des coups de pied et des roulades puissants que Gabriel sentait avec émerveillement chaque fois que sa main reposait sur mon ventre, ce qui était de plus en plus fréquent. Nous nous étions installés dans une routine qui semblait presque domestique. J'avais officiellement pris mes nouvelles fonctions de directrice des opérations stratégiques, prouvant aux sceptiques que j'avais obtenu ce poste grâce à mes compétences plutôt qu'à mes relations personnelles. Gabriel et moi dînions ensemble, presque tous les soirs, parfois dans son appartement terrasse, parfois dans le mien, les frontières entre nos espaces devenant de plus en plus floues au fil des semaines. Nous n'avions pas refait l'amour, pas de manière significative, mais nous avions partagé le même lit à plusieurs reprises, ses bras autour de moi devenant aussi familiers que respirés. La retenue commençait à s'effriter, comme en témoignaient les regards brûlants que nous échangions, les caresses prolongées, les baisers de plus en plus longs et profonds. « Nous devons parler de ce qui se passera après l'arrivée du bébé », a déclaré Gabriel un soir, pendant le dîner dans son appartement. La neige de février tombait sans discontinuer derrière les fenêtres, recouvrant la ville d'un manteau blanc. « Que veux-tu dire? » Je veux parler des conditions de vie, de la garde des enfants, de la façon dont nous allons gérer l'arrivée d'un nouveau-né tout en conservant nos carrières. Il a posé sa fourchette. Je veux que nous vivions tous sous le même toit, Helena. Le fait d'avoir 2 appartements dans le même immeuble était pratique lorsque nous étions en train de réfléchir à notre avenir. Mais maintenant, que faire? Maintenant, je déteste m'endormir sans toi. Je déteste me réveiller et devoir attendre que tu montes pour le petit déjeuner. Je déteste faire semblant que nous ne construisons pas une vie ensemble. J'en ai eu le souffle coupé. Gabriel, je t'aime. Il le dit simplement, sans détour. Je t'aime depuis des mois, peut-être plus, si je suis honnête avec moi-même. Et je sais que tu ressens aussi quelque chose pour moi. Même si tu n'es pas encore prête à le nommer, il n'avait pas tort. Entre son attitude protectrice autoritaire
et sa tendresse inattendue, j'étais complètement tombée amoureuse. Je ressens quelque chose, ai-je admis. Mais emménager ensemble, c'est un grand pas. Nous allons avoir un bébé, c'est déjà le plus grand pas. Il a contourné la table et s'est agenouillé à côté de ma chaise, afin que nos regards soient à la même hauteur. Je ne te demande pas de renoncer à ton indépendance ou à ton appartement. Garde-le comme bureau, comme refuge lorsque tu as besoin d'être seul, mais viens vivre avec moi ici. Laisse-moi me réveiller à tes côtés chaque matin et m'endormir en te serrant dans mes bras chaque soir. L'image qu'il dépeignait était dangereusement séduisante. Et si ça ne marchait pas, et si nous réalisions que nous nous rendions fous l'un l'autre, alors nous trouverons une solution. Mais je préfère échouer en essayant plutôt que de réussir en gardant une distance de sécurité. Sa main recouvra la mienne. Donne-nous une chance, Elena. S'il te plaît. Je regardais cet homme qui m'avait combattu à chaque tournant, qui m'avait protégé contre ma volonté, qui était lentement, inévitablement devenu essentiel à mon bonheur. D'accord, le soulagement envahit son visage. D'accord, je vais emménager, mais je garde mon appartement comme bureau. Et quand tu deviendras insupportablement contrôlant, je me réserve le droit de m'y réfugier. Marché conclu. Il s'est levé, m'a tiré vers lui et m'a embrassé longuement. Quand, après la naissance du bébé, je veux être installé dans un endroit avant que le chaos ne commence. Acceptable. Ses mains ont caressé mon visage. T'ai-je dit récemment que tu es la femme la plus remarquable que j'ai jamais connue? Tu l'as peut-être laissé entendre une ou deux fois. Eh bien, cela mérite d'être répété. Cette nuit-là, j'ai finalement cédé à la tension qui montait depuis des mois. Plus de retenue, plus de limites, juste nous, admettant enfin ce que nous voulions tous les deux. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans les bras de Gabrielle, dans son lit, notre lit désormais, je suppose, et j'ai senti que quelque chose se mettait en place. Cette relation compliquée et non conventionnelle était devenue, d'une manière ou d'une autre, la chose la plus réelle de ma vie. « Bonjour », a-t-il murmuré, sa main se posant déjà sur mon ventre, où le bébé faisait sa gymnastique matinale. « Bonjour ». Je me suis tourné vers lui. Je ne regrette pas la nuit dernière. Pas le moindre. Il m'embrassa doucement. À propos de tout ça, jamais. Le morceau dura encore 3 semaines. À 27 semaines, Hochulder se présenta au bureau avec une nouvelle qui rendit l'expression de Gabrielle dangereusement vide. Guillaume Léal avait été libéré sous caution. « Comment ?» demandai-je, envahi par la peur. Je croyais qu'il était détenu sans caution. Son équipe juridique a trouvé une faille technique. Le juge a accordé la libération sous caution à condition qu'il remette son passeport et porte un bracelet électronique. Shuro Selder a serré les mâchoires. Il a passé son premier appel à un associé connu, ce qui signifie qu'il prépare quelque chose. Gabriel a terminé. Il s'est tourné vers moi. « Tu rentres chez toi maintenant. » Gabriel, ce n'est pas négociable, Elena. Il était déjà en train de rassembler sa veste. L'équipe de Hatch Oakselder sécurise le bâtiment. Mais je veux que tu te trouves dans un endroit dont l'accès est contrôlé jusqu'à ce que nous comprenions les intentions de Léal. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 23e étage dans un silence tendu. Une fois dans le penthouse, Gabriel a immédiatement appelé son équipe de sécurité pendant que j'essayais de digérer le passage soudain d'une situation normale et paisible à un état d'urgence. « Je vais travailler d'ici aujourd'hui », a annoncé Gabriel après avoir terminé une série d'appels. H-Hawk Elder coordonne une réponse. En attendant, nous restons ici. Les heures ont passé lentement. Gabriel a continué à faire comme si de rien n'était, prenant des appels et examinant des documents. Mais j'ai remarqué que ses yeux me suivaient sans cesse, s'assurant que je restais dans son champ de vision. À 16 heures, House Elder a appelé pour faire le point. Je n'entendais que la partie de Gabriel, mais son expression m'en disait long. Léal a violé les conditions de sa libération sous caution dans les 6 heures qui ont suivi sa remise en liberté, a déclaré Gabriel après avoir terminé l'appel. Il a éteint son écran et a disparu. Les autorités ont émis un mandat d'arrêt. Il est donc en fuite ou prépare quelque chose de désespéré. Gabriel s'est approché de la fenêtre, la mâchoire serrée. Osé pense qu'il pourrait essayer de te contacter directement pour t'utiliser une dernière fois comme moyen de pression. Je n'ai pas peur de lui. Tu devrais l'être. Il s'est tourné vers moi. Guilherme Léal n'a plus rien à perdre. Cela le rend plus dangereux que jamais. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Dis à Fra que je veux lui parler. Juste lui et moi. Sans avocat, sans sécurité. Dans 1 heure au lieu de rendez-vous initial. S'il ne se présente pas, je commencerai à appeler des gens qui aimeraient en savoir plus sur ses partenaires commerciaux moins légitimes. GL. Je montrai le message à Gabriel, dont l'expression devint dangereusement vide. Il bluffe. Je dis, tu as déjà neutralisé la plupart de ses preuves. La plupart, mais il a raison.
Il reste des détails qui pourraient nuire à l'entreprise. Gabriel appela Hosey. Elder. Organise ça. Je vais le rencontrer. Gabriel. Non. Il a levé la main. Amène toute l'équipe, mais garde-les à l'extérieur du périmètre. J'y vais seul, comme demandé. C'est clairement un piège, ai-je protesté après qu'il ait raccroché. C'est un homme désespéré qui tente un dernier coup. Il s'est approché de moi. J'ai connu des situations pires que celle-ci, Elena. Je m'en occuperai. Et si quelque chose tourne mal, ses mains se posèrent doucement sur mes épaules. Rien ne tournera mal. Liel pense qu'il orchestre cette rencontre. Il n'a aucune idée que j'ai 3 longueurs d'avance sur lui depuis des mois. Tu n'es pas invincible. Non, mais je suis très doué dans mon travail. Sa main s'est déplacée vers mon ventre, où notre bébé a roulé contre sa paume, et j'ai toutes les raisons de revenir saine et sauve. Les 2 heures qui ont suivi ont été une torture. J'ai regardé depuis le penthouse le SUV de Gabriel partir. Le convoi de Schukelder le suivait à distance. Mon téléphone affichait l'application de suivi, un point représentant Gabriel se dirigeant vers le front de mer. À 6h47, l'ancien du Hitchcock m'a appelé. « Madame Machado, la situation est sous contrôle. Léal a tenté d'agresser M. Farah pendant leur réunion. Il a été appréhendé et est en détention. M. Farah est indemne et est sur le chemin du retour. J'ai failli m'évanouir de soulagement. Gabriel est arrivé 20 minutes plus tard, l'air débraillé, mais indemne. Une petite coupure au-dessus de son sourcil était le seul signe visible de problème. « Tu es blessé », ai-je dit en touchant son visage. Ce n'est que superficiel. Liel a réussi à donner un coup de poing avant que l'équipe de Huangalder n'intervienne. Il a attrapé ma main et m'a embrassé la paume. C'est fini, Helena. Vraiment fini cette fois. Liel a violé sa liberté sous caution, m'a agressé et a tenté de me faire chanter. Il ne sera plus une menace pendant très longtemps. La tension que je ressentais s'est relâchée d'un seul coup. Je me suis affaissé contre lui, ses bras m'enlaçant automatiquement. J'étais terrifié. Je l'ai avoué dans son T-shirt. Je sais. Je suis désolé de t'avoir fait subir ça. Sa main m'a caressé le dos, mais je devais mettre fin à tout ça. Pour nous, pour notre enfant, pour l'avenir que nous construisons. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, sa main posée sur mon ventre et notre bébé bougeant sous sa paume, Gabriel a prononcé les mots que j'attendais d'entendre. « Je t'aime, Elena. Pas parce que tu portes mon enfant, même si cela y contribue, mais parce que tu me mets au défi, que tu es à ma hauteur, que tu me donnes envie d'être meilleur. Tu as tout changé. Je t'aime aussi, ai-je répondu, admettant enfin la vérité que je m'étais cachée. Même quand tu es impossible, a-t-il dit en riant doucement. J'y travaille. Travail plus dur. Oui, madame, à 32 semaines, la grossesse était passée d'un concept abstrait à une réalité physique qui dominait tous les aspects de mon existence. Mon ventre avait tellement grossi que je ne voyais plus mes pieds. Mon sommeil était fragmenté, interrompu par des allers-retours aux toilettes et les acrobaties du bébé. Et malgré les assurances du docteur Vidal que tout se passait normalement, l'approche de la date prévue de l'accouchement me remplissait à la fois d'anticipation et de terreur. « Tu fais ton nid », a observé Jazala un après-midi, alors qu'elle me trouvait en train de réorganiser les dossiers dans mon bureau pour la 3e fois de la semaine. Ma sœur a fait la même chose avant la naissance de ses enfants. Elle ne pouvait s'empêcher de tout nettoyer et tout ranger. « Je veux juste que tout soit en ordre avant de partir en congé », ai-je répondu, même si elle n'avait pas tort. Le besoin compulsif de me préparer, de contrôler le peu que je pouvais contrôler, était devenu irrésistible. « C'est quand ton dernier jour ?» Dans 2 semaines, le 10 avril. Le bébé est prévu pour le 15 avril, mais le docteur Vidal a dit que les premiers bébés arrivent souvent en retard. J'ai touché mon ventre, où un pied appuyait avec insistance contre mes côtes, mais celui-ci semblait impatient. Et après, « Tu reviendras ?» C'était une question que j'avais évitée. Gabriel et moi en avions longuement discuté. Il m'avait clairement fait comprendre que je pouvais prendre tout le temps dont j'avais besoin, que mon poste m'attendrait quand je serais prête à revenir. Mais la réalité de concilier la maternité avec une carrière exigeante me semblait incroyablement complexe. Je ne sais pas encore, ai-je admis. Repose-moi la question dans 6 mois. Ce soir-là, Gabriel m'a trouvé dans la chambre d'enfant que nous avions aménagée dans ce qui était autrefois son bureau. J'avais officiellement emménagé dans le penthouse 2 semaines auparavant. Mon appartement au 20e étage servait désormais de bureau, comme nous en avions convenu. La transition s'était avérée étonnamment facile. La plupart de mes affaires avaient déjà été transférées au cours des mois passés à partager nos dîners et nos nuits. « Tu as encore réorganisé les peluches », a-t-il observé en s'appuyant contre le cadre de la porte. L'éléphant était mieux près de la fenêtre,
L'éléphant était très bien là où il était. Il s'est placé derrière moi, ses bras entourant ma taille, ou ce qu'il en restait, ses mains posées sur mon ventre. Tu es anxieuse. Je suis terrifié, l'ai-je corrigé. Dans moins de 3 semaines, nous serons responsables d'un être humain. Et si nous étions nuls, alors nous trouverons une solution ensemble, comme nous avons trouvé une solution à tout le reste. Ses lèvres ont trouvé le point sensible sous mon oreille. Tu seras une mère formidable, Helena. Comment peux-tu en être si sûre? Parce que je t'observe depuis 3 ans. Tu es organisée, compétente, farouchement protectrice de ce qui compte pour toi, et ce bébé compte déjà plus que tout. Il m'a tourné vers lui. Nous ferons des erreurs, probablement beaucoup, mais nous les ferons ensemble. La certitude dans sa voix a apaisé quelque chose en moi. Depuis quand es-tu si sage? J'ai toujours été sage. Tu viens enfin de le reconnaître. J'ai ri malgré moi. Et voilà l'arrogance que je connais si bien. De la confiance, pas de l'arrogance. Il m'a embrassé doucement. Viens te coucher. Tu as besoin de repos. Je dois finir d'aménager la chambre d'enfant. Elle est parfaite. Tout l'appartement est parfait. Tu es parfaite. Il m'a guidé vers notre chambre avec une douce insistance. Et tu dois dormir tant que tu le peux encore. Il avait raison, bien sûr. Une fois au lit, avec sa chaleur rassurante derrière moi et sa main dessinant de lents cercles sur mon ventre, la fatigue a finalement pris le dessus sur l'anxiété. 2 semaines plus tard, le 10 avril, mon dernier jour prévu avant mon congé maternité, tout a changé. J'étais en réunion avec l'équipe des acquisitions lorsque la première contraction m'a frappé. Ce n'étaient pas les contractions de Braxton Hicks que je ressentais depuis des semaines, mais quelque chose de plus profond, de plus insistant. J'ai tenu le coup pendant la réunion en m'agrippant au bord de la table de conférence et en me concentrant sur ma respiration. « Helena, ça va? » m'a demandé James, l'un des analystes. « Tu es pâle. »« Ça va, je suis juste fatigué. » Une autre contraction, plus forte cette fois. J'ai regardé ma montre. 8 minutes depuis la dernière. En fait, je pense que je dois partir plus tôt. Je suis retourné à mon bureau et j'ai appelé Gabriel, qui était en réunion avec un client en centre-ville. « Ne panique pas, mais je crois que je suis en travail. » À quel intervalle sont les contractions? Environ 7 minutes maintenant. J'arrive. Appelle le docteur Vidal et dis-lui que nous arrivons. Et Helena, sa voix s'adoucit. Respire. Tu vas y arriver. Le docteur Vidal m'a examiné dans son cabinet et a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Tu as 3 centimètres de dilatation et les contractions sont régulières. C'est le début du travail. Il faudra peut-être encore plusieurs heures avant que le travail actif ne commence. Elle m'a souri gentiment. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi, repose-toi si tu le peux, et revenez à l'hôpital lorsque les contractions seront espacées de 5 minutes ou que vous perdrez les os. La maison, c'était désormais l'appartement terrasse de Gabriel. Nous avons pris l'ascenseur dans un silence tendu. La main de Gabriel n'a jamais quitté le creux de mon dos. She-Elder avait déjà été prévenu et avait alerté l'équipe de sécurité de l'hôpital où nous allions accoucher. « Ça y est, c'est vraiment en train d'arriver », ai-je dit alors qu'une autre contraction me saisissait. « Ça y est, c'est vraiment en train d'arriver », a confirmé Gabriel en me guidant vers le canapé. « De quoi as-tu besoin? » « Je ne sais pas. Les livres disent tous des choses différentes sur le début du travail. Marcher, se reposer, manger des aliments légers, ne pas manger. » Je m'interrompis alors qu'une autre contraction me saisissait. « Je pense que j'ai juste besoin que tu sois là. Je ne vais nulle part. » Les 6 heures suivantes passèrent dans un brouillard d'intensité croissante. Les contractions devenaient plus fortes et plus rapprochées. Gabriel les chronométrait avec une précision minutieuse, m'aidait à faire des exercices de respiration et ne quittait pas mon chevet. À 22 heures, elles étaient espacées de 5 minutes. « Il est temps d'y aller », a-t-il dit, déjà en appelant la voiture. La maternité privée de l'hôpital était tout ce que les ressources de Gabriel pouvaient offrir. Une chambre spacieuse qui ressemblait plus à une suite d'hôtels de luxe qu'à un établissement médical, avec des équipements discrètement dissimulés derrière d'élégants meubles. Le docteur Vidal est arrivé peu après notre arrivée et m'a examiné avec une pratique déficiente. 7 centimètres, a-t-elle annoncé. Vous vous en sortez à merveille. Encore quelques heures, probablement. Ces quelques heures ont été les plus longues de ma vie. Gabriel ne m'a pas quitté, me tenant la main à chaque contraction, m'essuyant le front avec des linges frais, me murmurant des mots d'encouragement quand j'étais certaine de ne plus pouvoir continuer. Je n'y arrive pas, haletai-je alors qu'une nouvelle vague de douleur me submergeait. Gabriel, je n'y arrive pas. Si tu y arrives. Sa voix était calme, elle me stabilisait. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu peux y arriver. À 3h47 du matin, le 11 avril, après 22 heures de travail,
Hugo Gabriel Fra est venu au monde avec un cri vigoureux qui exprimait son mécontentement face à toute cette expérience. Il est parfait, dit le docteur Vidal en posant le petit paquet en colère sur ma poitrine. Félicitations. Je fixais cette créature ridée au visage rouge qui était en quelque sorte la nôtre, submergée par un amour si intense qu'il en était physiquement douloureux. C'est nous qui l'avons fait, murmurai-je. C'est nous. La voix de Gabriel était chargée d'une émotion que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Son doigt a effleuré la petite main d'Hugo, qui l'a immédiatement saisi avec une force surprenante. « Bonjour, mon fils. Je suis ton père. » L'émerveillement dans sa voix, les larmes qu'il ne cherchait pas à cacher, la façon dont il nous regardait tous les deux comme si nous avions décroché la lune. À cet instant, toutes les étapes compliquées qui nous avaient menés là nous semblaient en valoir la peine. Une fois les examens médicaux terminés, et après avoir été transféré dans une salle de réveil, Gabriel s'assit délicatement sur le bord de mon lit. Hugo était blotti dans ses bras avec une aisance surprenante. « Il a ton nez, a-t-il observé. Il a ton menton obstiné. Pauvre enfant. » Il m'a regardé, l'air sérieux. « Merci, Helena. Pour lui, pour nous, pour m'avoir donné une chance alors que tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. Merci de ne m'avoir pas laissé le choix, ai-je dit, à moitié sérieuse. Si tu m'avais demandé gentiment dès le début, je me serais probablement enfui. Je sais. C'est pour ça que je ne t'ai pas demandé. » Il remit Hugo dans mes bras. « Repose-toi. Je serai là quand tu te réveilleras. Tu n'es pas obligé de rester. Tu devrais rentrer chez toi, prendre une douche, dormir pour de bon. » « Helena. » Il m'interrompit gentiment. « Je ne pars pas. Pas ce soir. Jamais. Habitue-toi à cette idée. Je voulais discuter, mais la fatigue l'emportait. Avec notre fils contre ma poitrine et la main de Gabriel dans la mienne, je me suis finalement laissé gagner par le sommeil. 3 ans plus tard, avril, la fête d'anniversaire des 3 ans d'Hugo battait son plein dans le jardin de la maison que nous avions acheté 18 mois plus tôt. Pas le penthouse. Il était parfait pour 2 personnes qui construisaient leur vie ensemble, mais une famille qui s'agrandissait avait besoin d'espace. Nous avions trouvé un endroit avec un jardin, de bonnes écoles à proximité et suffisamment éloigné de la ville pour nous sentir à l'aise. Depuis la terrasse, je regardais Gabriel apprendre à Hugo à taper dans un ballon de football. Ils riaient tous les deux lorsque le coup de pied enthousiaste d'Hugo envoyait le ballon valdinguer dans les parterres de fleurs. Ma main reposait sur mon ventre, où notre deuxième enfant, une fille cette fois-ci, qui devait naître dans 2 mois, exécutait sa propre routine acrobatique. « Ils vont bien ensemble », a observé Jazela, qui est apparue à mes côtés avec un verre de limonade. Gabriel est un père né. C'est vrai, ai-je acquiescé, encore parfois surprise par la facilité avec laquelle il s'était adapté à la paternité. Il consacrait à Hugo la même intensité qu'il mettait dans son travail. Histoire avant de dormir, aventure le week-end, explication patiente sur le fonctionnement des choses. Il abordait la parentalité avec le même engagement qu'il apportait à tout ce qui comptait pour lui. Et toi, tu ne regrettes pas ce début peu conventionnel? Je repensais aux 3 dernières années et demie. La peur et la résistance des premiers mois. L'abandon progressif à quelque chose dont je ne savais pas que je le voulais. La façon dont l'amour avait grandi dans les espaces entre le contrôle et le compromis. Pas un seul, ai-je répondu honnêtement. Hugo m'a aperçu et a abandonné son ballon de football, courant vers moi les bras tendus. « Maman, tu m'as vu tirer? » « Oui. » C'était impressionnant. Je l'ai rattrapé lorsqu'il s'est écrasé contre mes jambes, le soulevant autant que mon ventre de femme enceinte me le permettait. Gabriel m'a suivi et a pris Hugo dans ses bras lorsqu'il a vu que j'avais du mal. « Fais attention à maman. Ta sœur a aussi besoin d'espace. »« Quand est-ce qu'elle arrive? » demanda Hugo pour la 100e fois. « Dans environ 2 mois, répondis-je. C'est une éternité. Ça passera plus vite que tu ne le penses, mon grand, dit Gabriel en le reposant par terre. Pourquoi ne vas-tu pas montrer ton nouveau dinosaure à tante Jazela? Hugo partit à toute vitesse et Gabriel se tourna vers moi, posant automatiquement sa main sur mon ventre, où le bébé donna un coup de pied contre sa paume. Comment te sens-tu? Fatigué. Énorme. Prête à rencontrer ce petit bout, mais aussi terrifié à l'idée de revivre l'accouchement. Tu seras formidable, comme la dernière fois. Il m'embrassa tendrement, même si celui-ci arrivera peut-être un peu plus vite que les 22 heures précédentes. Que Dieu t'entende. Ce soir-là, après la fête et une fois Hugo enfin endormi dans son lit encombré de nouveaux jouets d'anniversaire, Gabriel et moi nous sommes assis dans le patio arrière pour regarder le coucher de soleil. « Tu repenses parfois à nos débuts? » lui ai-je demandé, à ma colère quand tu ne me laissais pas partir. J'y pense tout le temps. Il m'a serré contre lui. Je repense à mon incapacité à gérer mes sentiments. Alors, j'ai pris le contrôle parce que c'était ce que je savais faire.
Ça a marché, vraiment. Mais depuis, j'ai appris à mieux gérer les choses. Il est resté silencieux pendant un moment. Elena, j'ai quelque chose à te dire. Son ton sérieux m'a fait me tourner vers lui. Quoi? Il a sorti de sa poche une petite boîte en velours. J'ai retenu mon souffle. Avant que tu ne paniques, ce n'est pas ce que tu penses. Pas tout à fait. Il ouvrit la boîte pour révéler une simple bague en platine. Je ne te demande pas de m'épouser. Ah bon? Je te demande de me pardonner. Sa voix était calme, mais ses yeux reflétaient une vulnérabilité que je voyais rarement. Pour la façon dont j'ai géré les choses au début. Pour t'avoir privé de tes choix alors que j'aurais dû te faire confiance. Pour t'avoir protégé d'une manière qui ressemblait plus à une prison qu'à de l'attention. Gabriel, laisse-moi finir. Il a sorti la bague de la boîte. Cette bague représente une promesse. Non pas que je te possède ou que tu m'appartiens, mais que je te choisis chaque jour et que tu es libre de me choisir en retour ou non. Pas de cage, pas de contrôle, juste de l'amour si tu le veux. Des larmes coulaient maintenant sur mon visage. Tu ne me demandes vraiment pas de t'épouser, pas à moins que tu ne le veuilles. Un léger sourire effleura ses lèvres. J'ai pensé à le faire de manière traditionnelle, à genoux, avec un grand geste romantique, mais ce n'est pas notre genre. Nous n'avons jamais été traditionnels. Il avait raison à ce sujet. Rien dans notre relation n'avait suivi les chemins conventionnels. Je n'ai pas besoin d'un mariage pour savoir que tu t'engages envers moi. J'ai dit, tu me l'as prouvé chaque jour pendant 3 ans, mais j'en veux un quand même. J'ai ri à travers mes larmes. Je veux me tenir devant tout le monde et te choisir publiquement. Je veux que Hugo voie que ses parents se sont choisis, même si nous avons mal commencé. Je veux que notre fille évache que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être réel. L'espoir s'est allumé dans ses yeux. C'est oui? C'est oui. Demande-le-moi correctement. Il a ri, d'un rire plein de soulagement et de joie, puis a contourné prudemment mon ventre de femme enceinte. Il s'est agenouillé sur un genou dans notre patio, tenant la bague. Elena Machado, mère de mes enfants, amour de ma vie, femme qui me met au défi chaque jour. Veux-tu m'épouser? Oui, répondis-je simplement. Oui. Il glissa la bague à mon doigt, puis se leva et m'attira dans ses bras, m'embrassant longuement, tandis que le coucher de soleil peignait le ciel de nuances dorées et roses. La voix d'Hugo retentit depuis l'embrasure de la porte. « Pourquoi papa embrasse maman? » Gabriel interrompit notre baiser, mais ne me lâcha pas. « Parce que maman vient de dire qu'elle allait m'épouser. » Ça veut dire quoi, épouser? Ça veut dire que maman et moi allons organiser une fête spéciale où nous promettrons de nous aimer pour toujours, expliquai-je. Je peux venir à la fête? Tu seras l'invité le plus important, l'assura Gabriel. Hugo réfléchit, puis haussa les épaules avec l'acceptation facile d'un enfant de 3 ans. D'accord, je peux avoir une glace maintenant? Nous avons ri, et Gabriel m'a lâché pour emmener Hugo à l'intérieur afin de lui donner la friandise promise. Je suis resté un moment de plus sur la terrasse, regardant la bague à mon doigt, sentant le bébé bouger en moi, entendant le rire de mon fils et la voix grave de mon fiancé à l'intérieur de notre maison. Cette vie que nous avions construite à partir d'un début impossible. Cette famille qui n'aurait pas dû fonctionner, mais qui, d'une manière ou d'une autre, fonctionnait. Que cela me plaise ou non, Gabriel m'avait dit dès le premier jour, « Tu restes. » Il avait eu raison. Mais à un moment donné, la contrainte s'était transformée en choix. Et chaque jour depuis, j'avais choisi de rester. Non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Parce que cet amour compliqué et non conventionnel était la chose la plus réelle que j'avais jamais connue. Et cela faisait toute la différence. 2 mois plus tard, June Olivia Elena Fra est née le 23 juin après un accouchement considérablement plus court que celui de son frère. Gabriel la tenait dans ses bras, avec le même émerveillement qu'il avait montré avec Hugo, mais cette fois-ci avec l'assurance de l'expérience. « Elle a tes yeux », a-t-il observé. « Elle a 2 heures. On ne peut pas encore le dire. Moi, je le vois. » Il m'a regardé, cet homme qui s'était imposé dans ma vie et était devenu d'une certaine manière mon foyer. Merci encore pour tout. Arrête de me remercier. Nous avons fait ces enfants ensemble. Je ne te remercie pas seulement pour eux. Je te remercie pour nous, pour m'avoir donné une chance de faire les choses bien. Il déposa délicatement Olivia dans mes bras. Je t'aime, Helena, plus que les mots ne peuvent le dire. Je t'aime aussi, répondis-je en regardant le visage parfait de notre fille, même quand tu es impossible. Surtout dans ces moments-là, corrigea-t-il avec un sourire. Surtout dans ces moments-là, ai-je acquiescé. Hugo est arrivé avec ses grands-parents 1 heure plus tard, se mettant sur la pointe des pieds pour observer sa nouvelle petite sœur avec une curiosité solennelle. « Elle est vraiment petite », a-t-il remarqué. « Tu étais aussi petite qu'elle ?» lui ai-je demandé.
Est-ce que j'étais aussi bruyante qu'elle? Plus bruyante, avons-nous répondu Gabriel et moi à l'unisson, faisant rire tout le monde. Alors que je regardais ma famille réunie autour de moi, Gabriel avec Hugo sur les genoux, lui expliquant ses responsabilités de grand frère, mes beaux-parents s'extasiant devant leur nouvelle petite-fille, l'avenir s'étendant devant nous avec toute sa belle incertitude, j'ai senti quelque chose s'installer au plus profond de ma poitrine. La paix, la gratitude, la joie. C'était ma vie maintenant. Pas celle que j'avais planifiée, mais celle que j'avais choisie. Et elle était parfaite. Et elle,